Bien. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette séance exceptionnelle de notre conseil municipal. Avant de procéder à l'appel et d'engager les discussions sur l'ordre du jour, je voudrais vous dire que M. Sébastien Cojol m'a adressé le 21 avril dernier sa lettre de démission de conseiller municipal. En conséquence, nous avons le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui, qui le remplace, M. Franck Aubart, qui va se lever et se présenter dans un instant. Bienvenue au sein de ce conseil. Franck, je vous passe la parole pour que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Vous appuyez sur le petit bouton rouge. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, Franck Aubart, officier en retraite et aujourd'hui travaillant dans l'enseignement supérieur. Je suis à Tarbes depuis une vingtaine d'années. Bien, il y a l'essentiel. Merci beaucoup. On aura l'occasion de vous mieux connaître, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissaient pas, ce qui n'est pas notre cas à nous, au cours des prochains mois. Et j'espère à la satisfaction générale, y compris la vôtre. Madame Mendes, est-ce que vous acceptez d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Voulez-vous procéder à l'appel, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Monsieur Gérard Trémège. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. À donner pouvoir à Madame Mendes. Mireille Mendes, présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candeba-Tréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Madame Cynthia Perret. Alors, elle a donné pouvoir à Madame Crancé, qui devrait arriver, je présume, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Madame Florence Gassan. Madame Florence Gassan. A donné pouvoir à Pierre Logini. Madame Delphine Poy-Girardot. Madame Caroline Tonon. A donné pouvoir à Monsieur Craspaille. Madame Inde Amri. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Franck Aubart. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elippe. A donné pouvoir à Monsieur Dubouix. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montouillat. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Et Monsieur Dominique Montama. Je précise que Madame Arex s'était excusée, j'ai oublié de le dire. Bien, nous avons un point à examiner à l'ordre du jour. Il s'agit de la procédure d'accompagnement financier avec la Caisse de garantie du logement social, la CG2LS, accompagnant l'octroi d'une subvention de la signature d'un protocole qui sera signé entre la CG2LS et la ville de Tarbes. Il y a donc un rapport qui va vous être présenté par le rapporteur qui a été désigné et qui est M. Roger Vincent Calatayud, mais au préalable, je voudrais vous dire que je ne participerai pas au vote, ni M. Escobedo, ni Mme Arex
ni M. Brunet, qui sont excusés, ni Mme Cassaigne-Rodriguez, ni M. Larrazabal, ni Mme Argounès, ni M. Forget, car nous sommes tous membres du conseil d'administration de la CEMI. Donc, nous ne prendrons pas part au vote, mais... Pardon ? Oui, peut-être. Ce serait marrant, hein ? Donc, ça n'empêche pas que dans le cadre du débat et des questions qui seront posées, nous pourrons bien évidemment y prendre part. Je voudrais rappeler, à moins que certains souhaitent qu'on y revienne, que nous avons, il y a quelques mois, ici même, eu une séance du conseil municipal qui avait été dédiée à la situation de la CEMI, que c'est à la suite de ce débat que plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour faire en sorte que cette situation s'améliore et en même temps pour envisager la construction d'un avenir de cette structure à laquelle la ville de Tarbes est très attachée, d'un avenir plus pérenne financièrement. Je ne vais pas revenir sur les analyses que je vous avais présentées et qui, certains s'en souviennent peut-être, avaient permis d'informer le conseil municipal d'une situation chronique, endémique, liée à un fait majeur, c'est que depuis le début des années 1990, cette société, avec sa seule activité cœur de métier, c'est-à-dire la location de logements sociaux, n'arrivait pas à équilibrer son exploitation, à dégager des capacités d'autofinancement suffisantes pour pouvoir faire face à des programmes d'investissement et de réhabilitation importants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on s'en aperçoit bien évidemment maintenant, les gros travaux qui auraient dû être engagés sur certains immeubles, et notamment sur Bel Air, n'ont jamais été engagés depuis près de 50 ans. Aujourd'hui, cette société est confrontée à un double objectif. Le premier, c'est d'asseoir sa structure financière, sa structure bilancielle et son exploitation pour non seulement permettre de dégager des capacités d'autofinancement dont elle a besoin pour continuer à faire face à ses dépenses de fonctionnement, mais en même temps de dégager des moyens lui permettant d'engager des travaux, et notamment des travaux de réhabilitation importants, sur les années qui viennent. Un programme a été ainsi établi sur, dans un premier temps, les années 2016-2020. On va vous présenter tout ça dans le détail. Je vais d'abord demander à Monsieur le rapporteur de bien vouloir nous présenter son rapport, et ensuite j'essaierai, pour éclairer l'Assemblée, de revenir sur quelques éléments. Monsieur Calatayud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bon, l'Assemblée municipale sait bien que la CEMI Tarbes rencontre des difficultés financières, des difficultés dues à un déséquilibre structurel d'exploitation, insusceptibles d'être couverts par les loyers recouvrés auprès des locataires. Ces difficultés durables sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Un protocole d'aide est en cours d'élaboration avec la Caisse de garantie du logement locatif social, la CG2LS, qui a associé à l'instruction du dossier l'ensemble des partenaires concernés, la CEMI, la Fédération des entreprises publiques locales, l'actionnaire majoritaire, la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, les services déconcentrés de l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Un scénario financier a été élaboré sur 6 ans, avec une mise en perspective à 10 ans, en analysant d'abord le niveau d'endettement de l'organisme, ensuite les postes d'exploitation et les coûts de fonctionnement, et enfin la situation patrimoniale. Il y a 2 objectifs. L'objectif du plan d'aide qui a pour finalité de rétablir un fonctionnement durable et autonome de l'organisme grâce au retour à l'équilibre d'exploitation avant la fin des 6 ans, qui lui assurera ainsi les moyens de prendre en charge un service normal, de rendre un service normal aux locataires et de répondre aux évolutions du marché local de l'habitat.
Et puis un deuxième objectif, c'est l'équilibre d'exploitation qui doit être obtenu grâce à des mesures internes, des apports externes et des mesures patrimoniales. Ces mesures ont été évoquées avec la CEMI, examinées avec les parties citées ci-dessus. Elles ont fait l'objet d'une étude prévisionnelle jusqu'en 2023. Ces hypothèses économiques ont été établies sur le logiciel Visial, logiciel sur lequel la Caisse de garantie se positionne. Une note de synthèse établie par la Caisse de garantie précisant les actions à mener pour l'avenir est annexée à la délibération qui vous a été communiquée. Cette note a été présentée au comité des aides de la Caisse de garantie le 30 avril 2015 et met en exergue les mesures internes, externes et patrimoniales en vue de l'établissement du protocole définitif prévu pour le mois de juin prochain. L'année 2020 a été retenue par la Caisse de garantie pour la prise en compte des aides externes si l'autofinancement est suffisant pour que l'organisme retrouve un fonctionnement durable. L'article L 1523-6 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'une société d'économie mixte locale est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable, des programmes immobiliers visés à l'article L 1523-5, les collectivités peuvent, seules ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles. Ces aides peuvent donc se matérialiser par des subventions qui sont calculées sur le déficit prévisionnel du potentiel financier de l'organisme en 2020 et réparties entre la ville et la Caisse de garantie. La globalité des aides de la ville de Tarbes s'élève à 2 825 000 €. La subvention d'équilibre de la pépinière pour 105 000 € et l'augmentation de capital qui a déjà été versée pour 1 400 000 € sont intégrés dans le montant global des aides. Dès lors, les subventions sont retraitées comme suit. La subvention de la ville est de 1 320 000 €. La subvention de la Caisse de garantie est de 2 704 000 €. Dans le cadre de la demande de subvention exceptionnelle, et afin d'assurer une complète information de l'Assemblée municipale, un rapport spécial a été établi par la société sur son activité de logement social, auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes expliquant les éléments cités par l'article en question. Cette aide destinée à favoriser le redressement de la CEMI est accordée sur la base d'une procédure contractuelle. Une convention liant la collectivité locale à la CEMI devra obligatoirement prévoir la nature, le montant et la durée des subventions. Conformément à l'accord avec la Caisse de garantie qui se formalisera par l'établissement du protocole définitif prévu pour le mois de juin et qui sera présenté lors d'une prochaine séance de cette Assemblée municipale, la ville versera une subvention d'un montant total de 1 320 000 € sur 6 ans à la CEMI en vue de permettre le redressement nécessaire de cette structure. Aussi, après avis de la Commission Finances du 5 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de convention de subvention exceptionnelle définissant les modalités du versement d'une subvention de 1 320 000 € sur 6 ans par la ville de Tarbes à la CEMI Tarbes, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dans le cadre de cette convention à négocier et à signer avec la Caisse de garantie le protocole d'accompagnement financier, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention de subvention. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, mes chers collègues, vous avez, outre ce projet de délibération qui vient de vous être présenté par le rapporteur, vous avez eu dans votre dossier le projet de convention entre la ville de Tarbes et la CEMI pour l'octroi de la subvention dont on vient de parler. Vous avez également eu une copie des délibérations du dernier conseil d'administration de la CEMI, le premier mettant en œuvre la procédure sous l'égide de la CG2LS et la deuxième concernant la demande de subvention sur la base donc, de l'article L 1523-6 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez également eu dans ces extraits du conseil d'administration la délibération qui adopte le rapport spécial de la CEMI sur son activité logement, ainsi que le projet de convention avec la ville dont je viens de parler. Vous avez également dans le dossier eu le rapport qui a été établi par le commissaire aux comptes, ainsi que le rapport qui a été établi donc, par la CEMI sur son activité. Et enfin,
la note de synthèse de la CG2LS, qui me paraît être l'élément le plus important, puisqu'en fait, il reprend l'ensemble de tous les éléments qui viennent d'être évoqués en détail et mettant en œuvre les moyens qui viennent d'être évoqués. Je précise que cette note de synthèse a été présentée à l'ensemble des membres de la CG2LS le 30 avril dernier et qu'elle a été adoptée à l'unanimité sans aucune remarque. Ce qui veut dire que si, bien évidemment, nous vous votez tout à l'heure au Conseil municipal la délibération qui vient de vous être présentée, et si le Conseil d'administration de la CEMI, qui se réunit demain matin, adopte les mêmes éléments dans les mêmes termes, eh bien, la procédure suivra son cours et le projet de convention devrait être adopté par la CG2LS et soumis aux signatures de ses membres dans le courant du mois de juin. Voilà tous les documents qui vous ont été soumis. Je ne sais pas si vous avez pu les examiner en détail. D'ores et déjà, je vous demande s'il y a des questions sur ces différents points ou différents documents. Madame Pham. Oui, pas des questions, mais une intervention. J'ai effectivement consulté les documents, j'étais en commission des finances et puis nous en avions parlé au mois de septembre. Malgré tout, quelques éléments ont retenu mon attention, notre attention. Le premier, c'est la CEMI. On nous dit qu'elle est en concurrence avec une offre locative privée abondante, c'est vrai, et qu'il y a des baisses de demande depuis 5 ans qui sont importantes. On voit bien qu'elle est en concurrence défavorable. On sait aussi que la CEMI reste une petite structure puisqu'elle ne compte que 1238 logements et que la moyenne du parc locatif est en principe de presque 4400 logements. Et on sait aussi que les rapports de la MILOS établissent que la taille critique des organismes de logement social est de 1500 logements. On peut lire aussi qu'il y a une marge locative qui n'est pas assez élevée pour prendre en charge les frais de personnel, les autres charges de fonctionnement, ce qui amène une insuffisance d'autofinancement de 488 000 €. C'est-à-dire que le poids de la dette, les frais de fonctionnement et les travaux de réhabilitation vont peser sur l'exploitation des années futures. Le rapport spécial de la CEMI indique qu'elle doit faire face à un déséquilibre financier majeur, au point d'afficher une insuffisance de financement de 4 millions € en 2013. Et il est indiqué qu'elle doit faire face à un déficit. Il est indiqué que ce déficit financier est majeur et qu'il y a aussi une aggravation financière importante. On parle du PNRU. Cette perspective du PNRU concernerait Bel Air. Et effectivement, elle amènerait un peu d'oxygène à la CEMI. Sauf qu'on est quand même sur une incertitude financière, puisqu'il est indiqué que si elle y prend part, à mi-parcours du plan, il faudra revoir l'aide que la ville va lui apporter. Alors, parmi les solutions qui ont été préconisées, je voudrais en relever quelques-unes et surtout voir les impacts financiers directs et indirects sur notre ville. On parle d'une renégociation de la dette avec la Caisse des dépôts. Oui, c'est un réaménagement de la dette qui va permettre de générer 2 millions € de gains d'autofinancement. Mais en fait, on va étaler dans le temps. Donc, on rallonge le délai, mais c'est toujours le tarbé qui mettra la main à la poche. En plus des 1,4 million de subventions que nous avons données ces 2 dernières années, 800 000 € plus 600, on nous demande 1,3 million sur 6 ans, c'est-à-dire 220 000 € par an. Soit au total, ça fera 2,7 millions € qui ont été financés par les tarbés. C'est à peu près 28% des rentrées de loyer. Il est question d'une exonération de la taxe du foncier bâti sur 2 ans. Ce sont encore des recettes en moins pour la ville. En fait, c'est comme si on donnait une subvention. Les recettes en moins, c'est indirectement, ce sont les tarbés qui vont subventionner. La baisse du loyer du siège social de la CEMI. Il y a une proposition de baisser le loyer de 50%.
Une fois de plus, ça sera des recettes en moins pour la ville. Et donc, indirectement, c'est comme une subvention à nouveau pour la CEMI. Et tout ça pour arriver en 2020 avec, nous dit-on, en espérant que la CEMI retrouve un certain équilibre. Mais avec le PNRU, il va y avoir aussi des conséquences financières sur la CEMI et sur Tarbes. Et je me rappelle très bien, Monsieur le maire, vous avoir entendu dire lors de notre première réunion à la préfecture NPNRU, vous en tant que président de la CEMI et maire de Tarbes, que la ville allait s'engager à les couvrir. Donc la question qu'on se pose, c'est oui, là, on nous parle de certaines sommes, on nous parle d'1,3 million, ça c'est l'aide directe, mais en aide indirecte, il y a des montants qui sont beaucoup plus élevés que cela. Vous nous demandez pendant 6 ans de ponctionner 220 000 euros des Tarbais, ben, c'est l'équivalent de l'augmentation des impôts locaux. Si on ajoute l'exonération de la taxe foncière sur 2015 et 2016, c'est à peu près 800 000 euros par an, mais finalement c'était le financement des rythmes scolaires, à peu près. On ne connaît pas les loyers des locaux de la CEMI, mais 50%, peut-être que vous pourrez nous dire combien ça s'élève. Donc finalement, ça signifie que la ville de Tarbes va donner sur 7 ans plus de 600 000 euros par an en direct et en indirect. C'est énorme. Alors, la ville de Tarbes, elle détient une part elle détient 60% des parts. Mais les 40% restants sont détenus par des partenaires privés. Donc on connaît la CDC, on ne connaît pas les autres. Donc on aimerait savoir si les partenaires privés participent aussi au redressement de la CEMI et à quelle hauteur. Donc on est conscient que la CEMI, c'est une société tarbaise et on aimerait qu'elle le reste. Mais la situation actuelle nous inquiète sérieusement. En même temps, il y a 22 personnes qui sont salariées, donc c'est important. Les locataires sont insatisfaits, l'état est déplorable d'un certain nombre de logements, l'état est déplorable. Et chaque fois, on demande aux Tarbais de mettre la main à la poche, de faire des efforts. Alors des efforts, oui, mais à condition d'être sûr. Lors du débat de septembre, l'opposition s'était positionnée en demandant que la CEMI soit adossée à un, voire à plusieurs partenaires opérateurs et en priorité publique. Vous nous aviez dit que vous cherchiez depuis 2 ans un partenariat, et je vous cite, « La situation financière de la CEMI ne s'améliore pas, demeure préoccupante. La CEMI n'a plus de fonds propres disponibles pour de nouvelles opérations et surtout les travaux d'amélioration nécessaires pour retrouver une activité défaillante. » Donc cela nous amène à devoir prendre un certain nombre de décisions. Pour nous, la seule décision, la seule mesure pérenne, c'est l'avenir. Pour l'avenir, c'est le partenariat. Mais je laisserai d'autres personnes en parler tout à l'heure. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé à un partenariat, même avec l'OPH, malgré certaines inimitiés, aviez-vous dit. Alors nous, on vous fait des propositions suivantes. Oui, on souhaite un partenariat. Alors, en tout cas, on pense que la CEMI, même si on l'aide actuellement, dans quelques temps, on sera dans la même situation. Et on vous demande aussi, compte tenu que vos demandes en subvention et en exonération impactent directement et indirectement les finances de la ville, conformément à l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner l'avenir de la CEMI. Une commission qui nous permettra d'avoir aussi un certain nombre d'éléments en tant que conseil municipal, puisque c'est possible. À ce jour, on parle de négociations, mais on a une note de synthèse, mais on n'est pas au courant de toutes les négociations avec tel ou tel opérateur. Et on aimerait bien qu'il y ait de la transparence et on aimerait bien être au courant, avoir toutes ces informations. Merci. Marie-Pierre Vieux. Écoutez, moi je vais être beaucoup plus simple que Madame Pham. Pour notre groupe, il n'y a pas de problème à débloquer 1,4 million pour du logement social, si tant est ça soit une réponse aux exigences et aux problèmes des Tarbais. En même temps, les questions justement attrait au fait que le déblocage de ces 1,4 million
eh bien, au bout des 6 ans, n'amène pas à un autre déficit structurel. Et donc nos préoccupations premières sont au-delà de la question financière et de la question structurelle de la CEMI, voir quelle fonction on attend attribuer à cette société mixte. Voilà, on a un certain nombre de questions. On nous dit dans le libellé, par exemple, qu'aujourd'hui, on a un logement qui n'est plus adapté aux besoins des Tarbais, pour une part, alors qu'on est sur du logement social. On nous explique également qu'il y a tout un parc à rénover avec un certain nombre de bâtiments qui sont en péril, avec des questions plus spécifiques de Bel Air et autres. J'imagine que parmi les projections qu'il y a, on va au-delà de ces 2 points. Donc on aimerait savoir comment on entend les couvrir. Madame Fan vient également, il y a un instant, d'ouvrir le débat de coopération possible avec d'autres organismes du logement. Pour notre part, il est vrai que la CEMI est un outil qui fonctionne sur Tarbes, qui a possibilité de rayonner au-delà de Tarbes. On avait déjà posé ces questions au mois de décembre. Y a-t-il possibilité de mutualiser une offre avec bien des organismes tels l'OPH, voire d'autres? C'est une question ouverte et pour nous, c'est une question à regarder de près. Voilà, moi je voulais donner tout cela parce que c'est vrai que 1,4 million, c'est beaucoup dans le budget et on l'a vu quand on a fait le budget de la ville de Tarbes. Pour autant, il nous paraît que la question du logement est une question prépondérante. Ceci dit, on nous a expliqué que ce déficit ne vient pas de rien, qu'il est structurel. Il incombe aux années 80, ceci dit, l'équipe en place dirige la ville depuis 2001, ça fait 15 ans maintenant, et on voit bien que la réponse à la question n'a pas été apportée. Donc à un certain moment, est-ce qu'on est confronté au tonneau des dadaïdes? Est-ce qu'on va vers la fin de la CEMI ou est-ce que la solution qu'on trouve, eh bien, elle répond à la fois aux besoins des Tarbais et à la fois aux contraintes économiques qui nous sont imposées? Merci, monsieur le maire. Moi, sur ce sujet, j'ai 2 priorités. La première priorité, c'est le portefeuille des Tarbais. La deuxième priorité, c'est l'emploi des salariés de la CEMI. Sur le portefeuille des Tarbais, moi, je vais être très clair. On ne peut pas continuer à faire payer aux Tarbais les erreurs de gestion de la CEMI. L'emploi des salariés de la CEMI, moi, j'ai lu attentivement le plan. C'est clair que la solution qui est retenue ne garantit pas l'emploi, puisque 2 postes sont perdus, et l'avenir, c'est le moins que l'on puisse dire, est très incertain. Donc j'aimerais revenir, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu en détail au mois de septembre 2014, mais il y a eu des constats forts qui ont été faits lors de ce conseil municipal. Vous avez vous-même dit, monsieur le maire, très clairement que dans le schéma actuel, avec un parc immobilier de la CEMI limité à 1220 logements, il est clair que la taille n'est pas suffisante et que les loyers ne permettent pas de dégager des fonds propres pour investir ou même simplement rénover l'existant. Il est clair aussi qu'une entreprise qui est obligée de vendre son actif immobilisé, ce qui est le cas dans le plan retenu pour vivre, ne peut pas raisonnablement espérer perdurer très longtemps. Quand on s'appauvrit, on peut vendre les bijoux de famille à un certain moment, mais c'est reculer pour mieux sauter. On peut dire aussi que la réalité de la CEMI est conforme au modèle national du ministère de tutelle du logement, qui dit là aussi clairement qu'en dessous de 5 à 10 000 logements, il apparaît qu'un opérateur de logements sociaux a du mal à survivre. Donc aujourd'hui, la CEMI peut survivre, c'est vrai, encore quelques années, en faisant des efforts de gestion, en vendant les appartements les plus lourds à rénover, en bradant les prix, mais elle ne va faire que s'appauvrir sur son plan patrimonial et finalement, on sera plus mal dans quelques années. Donc moi, je suis exactement sur la même conclusion que celle du mois de septembre 2014. C'est qu'il est temps de passer urgemment. Moi, je dis clairement ce soir qu'on a perdu 9 mois depuis le mois de septembre. Et donc, il est temps de passer urgemment un rapprochement avec un autre opérateur. Bon, je sais que l'OPH 65 est toujours intéressé, donc je crois qu'il faut vraiment ramer vite et fort dans leur direction. Moi, ce soir, je vais être clair, je ne vais pas non plus vous cacher mon pessimisme par rapport au rétablissement d'un fonctionnement, pour reprendre les termes
de la motion un fonctionnement durable et autonome de la CEMI. Moi, sincèrement, je n'y crois pas sur la forme actuelle. Tout le monde sait que Tarbes perd des habitants. Aujourd'hui, il n'y a plus que 41 600 habitants à Tarbes. Donc, pour trouver des locataires, c'est dur de trouver des locataires supplémentaires dans une ville qui perd des habitants. Tout le monde sait que la CEMI a des loyers plus chers que l'OPH et Promologis. Donc, comment être plus attractif aujourd'hui que l'OPH ou Promologis? Il faut reconnaître aussi les efforts que font les Tarbais en faisant une offre privée pour offrir des logements locatifs attractifs dans des immeubles neufs, dans des secteurs un peu plus attirants aussi que ceux où sont situés ceux de la CEMI. Et moi, tout ce que j'ai lu sur les différents rapports, moi je trouve qu'on a une vision, qu'il y a une vision trop optimiste sur la problématique de la vacance. Ce n'est pas avec des réhabilitations de type principalement énergétique qu'on va être vendeur et attractif pour une nouvelle clientèle, entre guillemets. Voilà. Donc moi, je vous le dis clairement, moi, il y a une perte de confiance chez moi. Monsieur le maire, vous êtes PDG depuis 14 ans de la CEMI, pour un constat d'échec ce soir, et je ne vois pas comment vous pourriez réussir dans les 5 ans à venir, alors que le contexte s'annonce encore plus difficile que les 14 années que vous venez de traverser. Donc pour Tarbes pour tous, c'est clair, nous voterons non à une nouvelle subvention de 1 325 000 € en faveur de la CEMI. Et il est temps de passer vraiment à une collaboration avec un autre opérateur. Merci. Bon, on a pratiquement tout entendu, en tout cas en ce qui me concerne. Non, il n'y a pas pire. Bon, sur le premier problème tel que l'a énoncé Marie-Pierre Vieux, c'est quand même tout ça, pourquoi, jusqu'à quand, et est-ce que vraiment ça va sauver le Titanic? La durabilité de cette aide, moi je vous l'ai dit en conseil d'administration, moi j'accueille plutôt bien le fait que par rapport à tout ce qu'on y a mis les 2 années passées, si ça ne devient que 220 000 € par an pour les Tarbais, je trouve que c'est relativement raisonnable. On vient d'en mettre 1,4 million, 220 000 € par an, pourquoi pas, pour maintenir à flot un organisme à partir du moment où il remplit sa fonction de logement public. Après, moi je ne suis pas persuadé que ça va nous amener et que ça va l'amener au-delà de 2020, voire 2023, avec ces soins qu'on va lui apporter, parce qu'on adjoint à ça et des augmentations de loyer, et on a augmenté des impôts locaux, et la vacance qui est déjà à 9%, dont on nous dit que la raison principale c'est la paupérisation, on va apporter de la triple peine à la paupérisation. Alors, moi je ne crois pas que malgré les aménagements, surtout en termes d'économie d'énergie et ainsi de suite, ça va rendre plus alléchant notre parc. Ça, c'est une première chose. Je passerai, pour les gens qui ne sont pas au conseil d'administration, l'élaboration certes brillante du rapport qui a été fait quant à l'utilisation du logiciel de la CGLS sur le fait qu'on en arrive à tomber sur un trou de 4 045 000 € malgré un étalement d'amortissement et des biens, même si vous m'avez répondu en conseil d'administration, je me dois de le reposer ici, c'est ici l'instance démocratique, par rapport aux amortissements des prêts en cours. Moi, cette somme de 4 045 000 €, j'y émets les premières réserves à cautionner ce qui nous est proposé ce soir. Mais enfin, bon, j'ai bien étayé sur le reste, et bien évidemment, après les 2 questions qui restent, pour mon point de vue, c'est de s'accrocher mordicus à cette compétence tarbo-tarbaise, alors que, et là je ne mettrai pas moi personnellement plus l'OPH qu'un tout autre organisme, ou une création de nouvelles compétences en rapprochant de l'agglo, de la communauté d'agglo, une ouverture du conseil d'administration, parce qu'autrement, et on s'est déjà posé cette question, il n'y a que le Tarbais qui alimente la CEMI, tout ça pour se garder un certain plaisir d'autonomie tout à fait relative, puisque cette autonomie, pour le moment, ne fonctionne pas bien. On va relativement dans le mur. Alors, qu'adviendra-t-il des résultats en 2020, une fois que nous aurons payé 6 fois 220 000 €? Moi, le premier, je n'en sais rien. Et comme je vous ai posé également comme question, et ça sera ma dernière, quel va être dans tout ça ce qui va être réservé aux parents pauvres de la CEMI, qui s'appelle Bel Air, qui est une véritable pétaudière dont on ne sait pas ce qui va s'y passer dans les années à venir.
Pour toutes ces raisons, je pense que nous ne cautionnerons pas et nous ne voterons pas l'approbation de cette délibération en ce qui nous concerne, le Front de gauche. Merci. Monsieur Palmade. Je souhaiterais vous poser une question sur la méthode, sur l'organisation des débats. Comment comptez-vous faire? Est-ce que vous avez une première série de réponses par rapport à toutes les questions qui viennent de vous être posées? Et est-ce que nous pourrons intervenir après que vous soyez exprimé sur ces premiers éléments de réponse? Ou bien est-ce qu'il faut que l'opposition continue en rafale à s'exprimer et vous répondrez in fine, s'il vous plaît? Merci. Je préfère répondre in fine, parce que je vois que les questions qui sont soulevées se recoupent. Et s'il le faut, s'il y a des questions techniques, j'ai demandé à la directrice et à la responsable comptable et financière d'être ici pour pouvoir répondre à des questions un peu plus précises sur les chiffres qui vous ont été communiqués. Donc, il y aura une réponse in fine, puis on passera au vote. Ça veut dire que chacun peut s'exprimer une fois, c'est ça? Je veux dire, vous pouvez parler, monsieur, allez-y. Autant de fois que vous pouvez parler tant que vous voulez. Autant de fois que le débat le permettra. Pardon? Autant de fois que le débat le permettra. Autant de temps que vous le souhaiterez. Donc, vous pouvez parler, on vous écoute. Ensuite, je répondrai à toutes les questions et je soumettrai la délibération au vote. Je parle donc, dites, je crois que tous les documents... Je parle maintenant et quand j'aurai fini, j'aurai épuisé mon temps de parole, alors? C'est comme ça que ça se passe? J'aimerais, M. Palmade, que vous m'écoutiez quand je parle, comme je viens de le faire à l'instant quand vous parlez. Donc, il me semble que tous les documents qui vous ont été donnés sont suffisamment explicites et détaillés pour que vous puissiez disposer de tous les éléments vous permettant de vous forger un jugement. S'il y a des points sur lesquels vous souhaitez des précisions, je viens de donner la parole à qui souhaitait la prendre. Vous posez des questions sur les points sur lesquels vous souhaitez des éclaircissements, je répondrai, ou Madame la directrice répondra, ou la responsable de la comptabilité et des finances de la CEMI, s'il le faut, et ensuite, quand vous aurez eu les explications, on passera au vote. Bien. Alors, je vais essayer de ne pas reprendre tout ce qui a été dit précédemment, et en particulier l'intervention des autres membres de l'opposition. La CEMI se trouve être donc sous protocole CG2LS. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Il n'y a rien d'infamant là-dedans. D'autres sociétés d'HLM se sont trouvées dans cette situation. Et si ce protocole permet de sauver la CEMI, pourquoi pas? Puisque, aussi bien, nous sommes tous très attachés au fonctionnement de la CEMI. La crainte qui a été exprimée, me semble-t-il, par les différentes personnes qui ont parlé avant moi, c'est de savoir si nous avons là une solution pour mettre un terme aux difficultés pérennes de la CEMI. Alors, je cite... Madame Pham a parlé de puits sans fond, Madame Vieux a parlé de tonneaux des Danaïdes, Monsieur Montama a parlé de Titanic et Monsieur Lagonel, quant à lui, a eu aussi une autre formule imagée en disant « est-ce que c'est reculer pour mieux sauter ?» Effectivement, tout ceci recouvre nos préoccupations communes. Je souhaiterais intervenir précisément sur deux points qui n'ont pas été abordés encore trop jusqu'à présent. Le premier, c'est le NPNRU, et le second, qui a été un petit peu évoqué, c'est le rapprochement avec un autre organisme de logement social. Il a été indiqué une date dans ce protocole qui est mis en délibération ce soir, c'est la date de 2020. À partir de 2020, la situation de la CEMI, c'est la moitié
du parcours des 10 années, la situation de la CEMI devrait être rétablie pour lui permettre de, ce que vous avez dit dans votre introduction, de dégager des moyens pour réaliser des travaux de réhabilitation. Ça veut dire que, par exemple, les habitants de Bel-Air devront attendre au moins jusqu'à 2020, et sinon davantage pour la réhabilitation. Vous avez indiqué, ce sera la première partie de mon propos, dans le texte qui nous a été présenté, la possibilité, l'oxygène qui est apporté par le nouveau plan de rénovation urbaine si le quartier Bel-Air est retenu, ce que nous souhaitons tous ici dans cette Assemblée. Je voudrais vous interroger sur ce que vous comptez, ce que vous espérez par rapport à ce nouveau plan de rénovation urbaine, par rapport à la réhabilitation des logements. Me semble-t-il, peu de choses, puisqu'aussi bien les opérations de rénovation urbaine, comme leur nom l'indique, portent sur des travaux d'urbanisme, portent sur des travaux d'aménagement, et les travaux de rénovation, quant à eux, appartiennent bien sûr aux propriétaires du patrimoine, et on sait combien le patrimoine de la CEMI est particulièrement dégradé. Il y a, c'est pas vrai, vous me répondrez tout à l'heure, c'est pas vrai, pardon, il y a dans le texte qui nous est présenté une clause de rendez-vous à mi-parcours. À mi-parcours, on avisera. Mi-parcours, ça fait sur 2015-2020. Sur 2015-2025, ça fait 2020. En 2020, on examinera est-ce que la situation de la CEMI s'est rétablie et est-ce que celle-ci peut donc se lancer dans les travaux de réhabilitation. Il va falloir quand même quelques années après 2020 pour que ça se passe. Les locataires de Bel-Air attendront. Seulement, les locataires de Bel-Air, je vous le signale, et vous le savez aussi, n'en peuvent mais d'attendre. Dans le NPNRU, il y a des travaux d'urbanisme, je le disais, et puis si les travaux d'entretien appartiennent aux propriétaires, cela suppose que le propriétaire puisse utiliser ses fonds propres, puisque, en dépit des prêts qui pourront être consentis, il faut que les fonds propres soient reconstitués pour avoir au moins 15 à 20% à injecter dans ces travaux de réhabilitation. Donc, je réitère ma question en souhaitant une réponse précise. Comment comptez-vous concilier ces questions de calendrier et ces questions de réhabilitation dans le cadre du NPNRU, j'en doute pour beaucoup en ce qui me concerne. Le second point, le rapprochement de la CEMI avec un autre bailleur social nous avait beaucoup occupé au cours du débat précédent. Nous nous étions trouvés un certain nombre à dire qu'il y avait possibilité de s'appuyer sur l'OPH 65 pour créer un certain dynamisme dans la mesure où les finances de l'OPH étaient dans une situation tout à fait intéressante et où il y avait possibilité, avec ce rapprochement dont on avait laissé en suspens et pour la discussion, la nature, et on aurait pu, me semble-t-il, on pourrait, me semble-t-il, j'espère que cette piste n'est pas complètement abandonnée, créer les conditions pour que les travaux de réhabilitation commencent au plus tôt et pour ne pas désespérer les habitants de Bel-Air dont je parlais tout à l'heure. Sur ce rapprochement, vous aviez trouvé deux difficultés. La première était d'ordre juridique,
ça avait été repris également par Pierre Montoya, dans la mesure où la CEMI est un organisme de droit privé et l'OPH un organisme de droit public. C'était une difficulté juridique qui pouvait vraisemblablement être levée dans un temps relativement rapide et ça ne me semblait pas rédhibitoire. Deuxième difficulté que vous aviez relevée, ce que l'OPH pouvait proposer financièrement parlant pour la corbeille de mariage. Et vous nous aviez indiqué à l'époque que vous aviez cru savoir, non pas par l'OPH directement, non pas par le président de l'OPH directement, que l'OPH était prêt à mettre 3 millions d'euros et vous nous aviez indiqué que le patrimoine de la CEMI était bien au-delà de cette somme et que ça n'était pas du tout concevable que l'on s'arrête à un tel niveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que d'autres discussions ont été engagées avec l'OPH? Je n'insiste pas sur l'autre obstacle que vous aviez indiqué, la signature avec le président actuel de l'OPH, mais vous aviez dit, pour l'intérêt général, je passerai par rapport à ce petit étranglement du gosier que je ressentirais. Mais est-ce que vous avez depuis évolué? Est-ce que l'OPH est toujours sur des propositions financières qui sont inacceptables ou est-ce que la situation peut avancer? En tout cas, moi je pense que nous sommes encore dans ce cas de figure possiblement. Et si nous avions le scénario suivant, un rapprochement de la CEMI avec l'OPH, qui permettrait en particulier d'engager des travaux de réhabilitation plus vite que vous ne le ferez, si on reste sur le schéma que vous proposez. Si on avait ensuite l'opération de rénovation urbaine pour le quartier Bel Air, il me semble que ces deux éléments conjugués pourraient nous permettre, oui, alors pour le coup, de faire en sorte que la CEMI soit sauvée et qu'elle le soit durablement. Merci. Est-ce qu'il y a... Bien, Monsieur Montoya. Oui, Monsieur le maire, il est vrai que d'avoir une politique du logement, ça coûte forcément de l'argent. Tout établissement public participe à des politiques de logement public. Mais dans ce qui est présenté, je reste un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim parce que je vois qu'il y a un manque de prospective, de planification à moyen et à long terme. Il y a les recettes traditionnelles, habituelles, la hausse des loyers recommandée, mais la hausse des loyers, sachant très bien que le budget, au niveau de l'État, les baisses de budget sur le logement vont impacter les loyers, puisqu'on va vers une baisse des allocations logement. Donc, la deuxième mesure, cela peut paraître bénin, mais c'est la suppression de postes de travail. Et malheureusement, moi j'aurais souhaité la recherche de compétences nouvelles. Dans le cadre de ce qu'est juridiquement la CEMI, il y avait des possibilités de s'ouvrir vers l'agglomération, de s'intégrer dans l'agglomération. C'eût été un magnifique outil, pas simplement pour la ville, mais pour l'ensemble de l'agglomération. Et ceci ne pose pas question, alors que cela devrait poser question. La recherche de partenaires publics, en l'occurrence, dans le cadre, effectivement, du statut juridique de ce qu'est la CEMI, Société d'économie mixte. Bon, on a parlé
du tonneau des Danaïdes, mais à attendre, savoir si l'on fait ceci ou cela, ça devient l'âne de Buridan. Il y a encore d'autres personnes qui veulent intervenir? Je vais attendre que Monsieur Palmade revienne pour répondre. Je vous en prie, Monsieur Palmade, vous pouvez disposer. Non, je vais attendre que vous reveniez. Non, parce que je préfère vous répondre et pas avoir à échanger indéfiniment ensuite. Je vais remonter à l'envers. Monsieur Montoya, puis après je demanderai à la directrice de la CEMI de bien vouloir apporter quelques précisions sur des légitimes questions qui ont été posées. D'abord, puisque M. Palmade est de retour, je vais rappeler une chose simple. L'ordre du jour de ce conseil municipal n'est pas fusion avec l'OPH ou non. L'ordre du jour de ce conseil municipal n'est pas non plus dépôt de bilan de la CEMI ou non. L'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est quelle ambition nouvelle voulons-nous construire pour l'avenir, pour cette société. Et je me permets de répondre ainsi à M. Montoya. Vous dites qu'il n'y a pas d'analyse prospective. M. Montoya, si vous aviez bien regardé les documents, vous auriez vu qu'il y a une analyse jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, mais je vais y revenir. Alors je vais essayer de reprendre les propos des uns et des autres, puisqu'ils se recoupent. Et j'espère que chacun y trouvera la réponse qu'il peut attendre. En tout cas, je le souhaite. Alors, la CEMI est une petite structure, en effet. Elle est une petite structure et je peux vous dire qu'il y a en France métropolitaine et en France d'outre-mer des structures comparables à la CEMI qui fonctionnent parfaitement. Il y a même en France une structure avec 650 logements et qui s'en sort très bien. Pourquoi? Parce que ce patrimoine a été entretenu régulièrement. Régulièrement. Alors oui, j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes confrontés dans un monde aujourd'hui où les regroupements sont foisonnants. Et c'est ainsi qu'on voit se dessiner, sur un moyen terme, des structures en matière de société d'HLM avec 20 000, 30 000, 40 000 logements. Est-ce que vous souhaitez que nous intégrions une structure comparable qui, sur le plan national, nous ferions partie d'un grand groupe, qui, sur le plan national, gérerait 20 000, 30 000, 40 000 logements, dont 1000 et quelques sur la ville de Tarbes, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer? Ou est-ce que nous voulons aujourd'hui, après avoir procédé à une analyse sur les années passées, lointaines, je remercie une nouvelle fois M. Lagonel pour ses commentaires bienveillants à mon égard. Honnêtement, si on est là devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour payer les 15 années d'une soi-disant mauvaise gestion. C'est parce qu'on paye ce qui s'est passé depuis le début des années 1990, où cette structure a fonctionné avec des déséquilibres structurels au niveau du compte de résultat quand on a analysé les revenus des loyers et les dépenses liées à la gestion locative, et que ces résultats négatifs étaient masqués par des plus-values réalisées sur des ventes tous les ans. Et parfois avec des plus-values importantes. Il y a eu des années où la CEMI a vendu 30 ou 40 logements, à l'époque où la demande était importante. Et cela a permis, en effet, de masquer la vraie réalité. Le patrimoine lourd n'a jamais fait l'objet de véritables travaux de remise en état. L'exemple le plus frappant, le plus flagrant, c'est Bel Air. Pas de véritables travaux de rénovation depuis 50 ans. Donc c'est le constat. Moi, je ne cherche pas à me dédouaner. Contrairement à ce que certains ont dit, je ne suis pas le PDG de la CEMI, je suis président du conseil d'administration. Il y a une directrice générale qui, tout à l'heure,
apportera des précisions. Et vous verrez, je crois qu'elles seront utiles. Alors oui, c'est une petite taille, oui, et je l'ai dit moi-même, vous enfoncez des portes ouvertes, hein. Les marges locatives sont insuffisantes, je le dis, depuis 25 ans, c'est comme ça. Et le poids de la dette, si vous voulez qu'on rentre dans les détails sur le poids de la dette est en effet important à la SEMI, puisqu'il dépasse 51% des loyers contre une moyenne nationale qui est de 47,4%. Oui, le poids est important. Mais il serait intéressant d'analyser les origines de la dette, et notamment, M. Palmade, de certaines dettes très importantes qui ont été contractées par la SEMI pour le compte de la ville de Tarbes, parce que la ville de Tarbes ne pouvait plus emprunter. Et si ça vous intéresse, vous pourrez vous pencher sur le poids de la dette qu'a représenté la résidence Pirenne derrière la mairie, et puis d'autres programmes qui ont été réalisés par la SEMI à la demande de la ville de Tarbes et de son directeur général, qui à l'époque était en même temps le directeur général des services de la ville de Tarbes. Je ne veux pas revenir là-dessus, ce n'est pas intéressant de revenir sur les constats passés, mais les causes, je les ai dites lors du conseil municipal de septembre, où j'ai tout expliqué en toute transparence, contrairement à ce que certains ont dit. Alors, tout cela, on le connaît. Oui, il y a une insuffisance de financement qui est dégagée par l'exploitation pour faire face aux besoins de la SEMI qui sont aujourd'hui les siens. En matière, relisez l'article 1000... l'article qui a été cité par le rapporteur tout à l'heure, 1523.6, dans lequel il est dit que les départements et communes peuvent seuls ou conjointement accorder à la structure des subventions exceptionnelles pour la mise en œuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celui qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions. Mais en même temps, quand tout cela est mis en œuvre pour assurer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux correspondant aux attentes des locataires et de la collectivité. Et effectivement, c'est cela qui est en jeu. Aujourd'hui, nous avons 2 programmes d'investissement qui sont envisagés. Le premier, c'est le programme sur lequel nous allons nous prononcer, puis il y en aura peut-être 3, mais c'est celui sur lequel nous allons, enfin, on va dire 2 essentiellement, c'est celui sur lequel nous allons nous prononcer de la mise en œuvre de l'accompagnement de la SEMI avec la Caisse des dépôts et consignations et la CG2LS. Cette mise en œuvre va nous permettre quoi donc? D'engager dès 2016 près de 14 millions de travaux, 13,9 millions de travaux exactement, sur 524 logements. Sachant que le programme, M. Montoya, vous vouliez un peu de prospective, le programme porte sur plus de 800 logements dans la perspective 2023, avec un montant d'investissement envisagé de 24 millions d'euros. Mais là, la première étape sur laquelle aujourd'hui nous nous engageons, c'est l'étape 2016-2020 qui permettra, avec la mise en œuvre de l'ensemble des moyens qui ont été évoqués, d'arriver en 2020, vous pouvez le regarder sur le tableau qui figure page 18 du rapport CG2LS, vous regardez le tableau page 18, et vous regarderez qu'en 2020, le potentiel financier de la SEMI arrive à 0, il est équilibré. Et qu'en 2021, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans rien d'autre, en 2021, il passera à 790 000 euros. En 2022, à 1 427 000 euros. En 2023, à 2 121 000 euros, et ainsi de suite. Ce n'est pas nous qui avons inventé ces chiffres. C'est ce qui a été fait conjointement avec la CG2LS, avec la Caisse des dépôts et consignations, et avec l'excellent travail qui a été accompli par la directrice et les services de la SEMI auxquels je rendrai hommage tout à l'heure. Ce n'est pas du vent. Si vous considérez que ces chiffres sont de pure spéculation, mais vous le direz.
Mais moi, je dis que c'est un travail sérieux qui a été fait et qui prend en compte les mesures internes propres à la CEMI, je vais y revenir, et qui prend en compte les mesures externes et les aides. Les mesures internes, quelles sont-elles? Les mesures internes. Vous avez, je crois, dans le rapport, eu tout le loisir de le lire en détail. La première, c'est d'essayer de remettre en œuvre une procédure de cession de logements, mais une procédure pas ambitieuse, puisqu'on a prévu 5 logements. 5 logements, à partir de 2016, si je ne me trompe. Nous avons prévu, dans les mesures internes, une exonération de la taxe foncière sur le foncier bâti, puisque les investissements qui vont être engagés dès 2016 concernent des investissements de rénovation énergétique auxquels sont attachés des droits d'exonération de taxes foncières pris en charge par l'État. Par l'État, Madame Pham, pas par le contribuable tarbé. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, l'État prend en charge tous les dégrèvements qui sont accordés en matière d'impôts fonciers ou de taxes d'habitation. C'est l'État qui les rembourse aux communes. Enfin, autre mesure interne, et cette contribution dès 2017, puisqu'il y aura une année de décalage, représentera une économie de 1 784 000 €. Les mesures internes, les frais de fonctionnement qui ont déjà été mis en œuvre, les mesures internes avec les diminution des frais de fonctionnement permettront de dégager sur la période 2016-2020 une économie de 1 066 000 €. Ce qui fait qu'au total, les gains sur les cessions sur la période 2014, 2015, 2020, les gains sur les exonérations foncières représenteront 2 825 000 €, auxquels on va ajouter les aides de la région sur les rénovations énergétiques, je ne sais plus quel est le montant par logement, Madame la directrice le dira tout à l'heure, la subvention de la CG2LS, 2 704 000 €, et le complément de subvention de la ville de Tarbes, 220 000 € par an, tel que cela a été évoqué. Et tout cela permettra de faire face au plan de financement de plus de 10 millions d'euros sur la période 2016-2020. Je vais revenir aux questions qui ont été, aux points qui ont été soulevés. Vous comprenez bien que si la Caisse des dépôts et consignations, la CG2LS et tous les partenaires, le 30 avril dernier, ont adopté le rapport de la CG2LS sans réserve, c'est que tout cela est considéré comme crédible et que les mesures mises en œuvre par la CEMI sont considérées comme crédibles. Et la preuve de la crédibilité des mesures déjà mises en œuvre par la CEMI depuis 2014, depuis 2013, c'est le résultat de l'exercice 2014. Le résultat de l'exercice 2014 qui va être soumis demain matin au conseil d'administration de la CEMI pour approbation, après contrôle du commissaire aux comptes. Le résultat de l'exercice donc 2014 s'élève à 558 376 € contre 155 000 l'année précédente. Si on ajoute à ces 558 000 € les amortissements qui s'élèvent à 1 336 000, vous aurez une idée de la capacité financière. Ah oui, monsieur le financier, vous pouvez deviser, on vous entendra tout à l'heure. C'est plus facile de regarder, de critiquer que d'être aux manettes. Ceci étant, ce résultat représente 8,7% du chiffre d'affaires 2014 de la CEMI. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'organismes d'HLM, y compris l'OPH, dont je n'ai pas les comptes 2014 pour l'instant, puissent dégager un résultat net, après impôt, de 8,7%. Donc, l'amélioration, et avec une seule vente en 2014, ce résultat avec une seule vente
Donc, ce n'est pas lié aux plus-values de cession. Donc, ce résultat vient crédibiliser. S'il vous plaît, je vous ai écouté, je vous demande de faire la même chose. Ce résultat vient crédibiliser le plan qui a été élaboré avec ses partenaires. Je continue. C'est toujours en répondant aux interventions. Le PNRU, puis ensuite l'OPH. Ça, je répondrai à plusieurs. Alors oui, la CEMI s'est inscrite et avec enthousiasme sur ce nouveau projet de rénovation urbaine tel qu'il a été proposé. Oh, on est loin des ambitions du plan Borloo, on en est loin. Hein, où je rappelle que c'était 28 millions d'euros qui ont été versés de subventions sur l'agglomération de Tarbes avec le plan Borloo. Ici, on ne sait pas combien ce sera. Ce sera peut-être 33 millions sur toute la région, avec peut-être 10 de plus. Bon, on verra. En tout cas, on ne sait pas aujourd'hui combien la CEMI pourra se voir attribuer comme accompagnement dans ces projets ambitieux dont je parlais tout à l'heure. Mais la CEMI, avec enthousiasme, elle a fait acte de candidature. Pourquoi? Mais parce qu'elle a contribué d'abord, alors je le rappelle, à la rénovation urbaine des quartiers nord, avec ce qui s'est fait sur les anciens abattoirs. Si vous vous souvenez, en 2001, dans quel état étaient les anciens abattoirs, juste en face le siège du Grand Tarbes. Aujourd'hui, vous avez oublié tout cela. C'est la CEMI qui a rénové tout cela et qui a construit ces logements avec des conséquences financières qu'on peut évoquer, qui ont été négatives, je dois le dire, pour la CEMI. Cet engagement sur le quartier nord a été négatif financièrement pour la CEMI, puisque on nous avait conseillé à l'époque de nous engager sur des programmes PSLA, c'est-à-dire location-accession, dont le manque de réponse de la part de futurs acquéreurs a fait qu'on a été obligé d'obtenir l'autorisation sur 2014 de transférer 13 maisons qui restaient en stock, de les transférer de stock en immobilisation pour pouvoir les louer en logements sociaux. Donc, tout ça, il faut que vous le sachiez, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors oui, on est candidat dans le nouveau PNRU parce que cela va nous permettre, je l'espère, de présenter un plan, enfin, de rénovation, je dis bien rénovation, pas réhabilitation, de rénovation du site de Bel-Air. Et je vais vous faire une confidence, j'espère que les travaux et les réflexions qui ont été engagés par la directrice, son équipe, le dossier qu'elle a commencé à réunir et les esquisses qu'on a pu voir de ce qui se faisait ailleurs et de ce qui pourrait se faire à Tarbes, j'espère que cela pourra se traduire demain par une réalité sur le site de Bel-Air. Parce que si ça se traduit par une réalité, non seulement ce quartier totalement enclavé va connaître un désenclavement et verra une rénovation des bâtiments qui appartiennent à la CEMI, ils ne sont pas tous à la CEMI, avec une rénovation particulièrement originale, ambitieuse, et qui changera totalement l'image du quartier. Ceci étant, cette ambition qui est affichée là, elle sera en fonction des aides qui seront attribuées dans le cadre de ce PNRU. Il est évident que si c'est pour obtenir 3 millions d'aides, eh bien, les travaux de rénovation qui consistent vraiment en une rénovation lourde et changement total de l'aspect des bâtiments de la CEMI, ben, ce projet, on sera obligé de l'abandonner. Mais oui, nous sommes candidats aujourd'hui. Et que trouvons-nous en face de nous? Ben, nous avons l'OPH qui est candidat, lui, sur 2 autres sites. Le candidat qui est OPH, qui est candidat sur la rénovation de l'OFIT à Lourdes, ce que je peux comprendre, tout à fait légitime, et qui est également candidat à une rénovation sur Sol-Azur, dont là, on ignore totalement et le contenu et le fondement en matière d'aménagement urbain. Mais peu importe. L'inconvénient, c'est qu'il y a 3 projets sur le département de Hautes-Pyrénées, qu'il y aura une seule aide qui sera attribuée sur le département, et donc on peut comprendre qu'avec 3 projets, l'aide qui sera accordée à l'un ou à l'autre risque d'être insuffisante pour faire face à des projets ambitieux. Donc, oui, nous sommes candidats et nous verrons quelle sera l'ambition qui sera la nôtre
en fonction des aides qui nous seront octroyées pour l'accompagnement de ce projet. Et bien évidemment, comme c'est convenu, nous en sommes parfaitement convenus avec nos partenaires, la CDC et la CG2LS, si notre programme dans le cadre du PNRU est retenu, il y a une clause de revoyure qui est dans la convention que nous signerons et qui intégrera bien évidemment ces nouveaux investissements sur les années à venir, avec en face des financements qui intégreront, je le souhaite, des subventions significatives de l'État et de la région dans le cadre du PNRU. Alors, l'OPH maintenant. Oui, j'ai dit que je n'étais pas hostile à une collaboration avec l'OPH, notamment sur la rénovation du quartier Bel Air. J'ai dit, en effet, quand on en a parlé en septembre, qu'on pouvait envisager une collaboration sur la réhabilitation de ce quartier. Il y a quand même 228 logements, je crois, c'est pas rien. Ou combien? 210 200 228, c'est bien ça. 228 logements, donc c'est pas rien. Nous pouvions tout imaginer. D'abord, en septembre, je ne savais pas quelles seraient les capacités dont la CEMI pourrait faire preuve dans le court terme. Maintenant, avec l'arrêté des comptes de 2014, on a un peu plus de visibilité, ce qui n'empêche que nous sommes toujours ouverts à toute collaboration. S'il y a un programme Sol Azur, Bel Air, Elofit, je veux dire, il y aura obligatoirement une collaboration et des discussions qui seront à mettre en œuvre pour voir quelles sont les priorités, notamment en termes d'aménagement urbain, que le département, la préfète, l'État, la ville de Tarbes, et je l'espère les élus de la communauté d'agglomération qui a aussi son mot à dire, puisque c'est elle qui porte le PNRU, nous verrons à ce moment-là, dans le cadre de ces discussions, comment tout cela pourra s'articuler. Mais la fusion de la CEMI avec l'OPH, c'est non. Il n'en a jamais été question. Et j'ai même eu l'occasion de dire que tant que je serai maire de Tarbes, la ville de Tarbes soutiendrait la CEMI pour qu'il n'y ait pas de fusion. Ensuite, je l'ai dit, je le répète, il s'agit d'une société de droit privé avec des actionnaires privés qui sont essentiellement des banques. Et les banques auront, si demain il y avait un projet de ce type qui devait être étudié, auront légitimement leur mot à dire sur l'évaluation de la CEMI. Enfin, autre remarque, l'OPH, engagé sur Sol Azur, engagé sur Lourdes, l'OFIT, je vous le dis ici, n'a pas les moyens, en même temps, de s'engager sur la CEMI. Je le dis parce que c'est la vérité. J'ai fait procéder, je l'ai dit en septembre, à une évaluation des actifs de la CEMI. Il y a ici des gens qui connaissent quelque chose aux chiffres. L'évaluation des 1238 logements, cette évaluation a été faite le 30 juillet 2014. L'évaluation représente pour 73 449 mètres carrés habitables une somme de 83 millions d'euros, soit une moyenne de 67 000 euros par logement. Vous voyez, c'est pas démentiel. 67 000 euros par logement, c'est pas démentiel. Il y a des logements, si on regarde leur valeur, qui sont à 800, 700, 820 euros au mètre carré, et d'autres qui sont à 1300 selon la nature et la qualité de logement. Ce qui me permet de dire en même temps que le patrimoine de la CEMI, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas un patrimoine dégradé. C'est un patrimoine qui a une durée moyenne de vie de moins de 22 ans. Non 24 24,6. Bon, pardon. 24,6. Et si on enlève Bel Air, on tombe sur une durée moyenne de moins de 20 ans. Donc, on ne peut pas dire que
l'ensemble du patrimoine est dégradé. Oui, une partie du patrimoine est dégradée, celui qui n'a pas fait l'objet de rénovation lourde depuis 50 ans. Ensuite, je répète, l'OPH n'a pas les moyens de procéder à une OPH sans faire de jeu de mots. OPA, une opération programmée d'acquisition de la CEMI, car aujourd'hui, la valeur nette de l'actif s'élève à, je vais vous donner ça, la situation nette, pardon, s'élève à 8 282 000 euros, auquel il y aurait lieu d'ajouter une plus-value, puisque les immobilisations sont évaluées en valeur nette à 43 millions. Comme on a une évaluation à 83 millions, je ne vois pas qui pourrait dire banco, la situation nette actuelle est de 48 millions, auquel il faut ajouter une plus-value de 40 millions, j'achète pour 48 millions la CEMI. Voilà, je crois qu'il faut être sérieux, c'est inenvisageable. Ensuite, Marie-Pierre Vieux, vous avez raison. C'est précisément parce que nous voulons répondre aux exigences légitimes des Tarbais et des locataires de la CEMI que nous nous engageons dans cette démarche. Avec les premiers investissements dans les 13 millions d'investissements qui vont être engagés entre 2006 et 2020, c'est essentiellement des travaux de rénovation énergétique et notamment sur j'ai dit 524 ou 528 logements, je n'ai plus le chiffre en tête, essentiellement sur le patrimoine qui, aujourd'hui, en a besoin et qui répondra ainsi aux attentes des locataires et qui verront leurs dépenses d'énergie se réduire. La mutualisation avec d'autres organismes, je crois avoir répondu en partie. Quant à l'évolution du périmètre, qui est une bonne remarque, nous y avons réfléchi. Et il y a 3 ans au moins, 3 ou 4 ans, non seulement nous avons souhaité étendre le périmètre de la CEMI, mais également le périmètre de ses activités. Puisque nous avions un projet de création d'une filiale avec la CEPA, et cette filiale s'appelait la CEMA, création d'une société nouvelle commune entre CEPA et CEMI, la CEMA, et qui avait pour objectif d'élargir le champ d'action de la CEMI, notamment dans le domaine de l'aménagement urbain. Et dans le domaine de l'aménagement urbain, au-delà du périmètre de la ville de Tarbes. Et si je puis me permettre, j'ai pensé qu'à l'époque, les choses auraient pu être possibles, en tout cas plus facilement qu'aujourd'hui, ça c'est certain, puisque j'avais l'honneur d'être en même temps le président de la communauté d'agglomération et que la CEMI pouvait répondre à des appels d'offres de communes de l'agglomération ou d'ailleurs qui auraient pu lui permettre, en collaboration avec la CEPA, de travailler sur des projets d'aménagement, quels qu'ils soient. On a vite constaté que ce rêve était une illusion, parce que tant que dans la CEMI, il y avait la ville de Tarbes majoritaire, et que tant que dans la ville de Tarbes, il y avait le maire de Tarbes qui est ce qu'il est, il était inimaginable que telle ou telle commune de l'agglomération puisse confier des travaux d'aménagement à une filiale de la ville de Tarbes, dont par surcroît le maire de Tarbes était le président du conseil d'administration. On a vite compris que cette piste, malheureusement, qui était une piste intelligente sur le plan économique, s'est heurtée au mur de l'ostracisme politique. Donc oui, on y a pensé à l'élargissement du périmètre et des compétences. Les réponses qui ont été apportées, Marie-Pierre, au problème que vous avez évoqué, je l'ai dit, elles ont été apportées par les ventes. Depuis plus de 25 ans, les ventes ont masqué, et même parfois avec des plus-values importantes, la réalité du vrai problème. Et il suffira, si cela vous intéresse,
Je demanderai, si certains le souhaitent, à Madame la directrice de nous lire des extraits du rapport de la Miloz sur les années 90, 95, 99 ou suivantes. Non, mais si tu ne les as pas là, c'est pas grave, je les transmettrai si quelqu'un les souhaite. Et vous verrez bien que ce que je viens de dire là, c'est pas moi qui l'invente, c'est déjà dans les rapports de la Miloz, y compris sur la situation financière de la CEMI, même quand elle dégageait des excédents liés aux plus-values. Enfin, l'avenir des salariés de la CEMI, croyez-le-moi, c'est aussi un de nos problèmes, une de nos préoccupations. Et je voudrais dire quelques mots sur l'engagement tout à fait remarquable de ces salariés depuis quelque temps, et en particulier depuis les derniers mois, où la pression a été extrêmement forte dans tous les domaines, où manifestement ce personnel a compris quel était l'enjeu qui se présentait à nous tous. C'est l'avenir, certes, de la filiale de la ville de Tarbes, de la CEMI, c'est aussi l'avenir de leur propre emploi, mais en même temps, l'avenir de l'offre de logements sociaux qui est proposée aux Tarbaises et aux Tarbais par la ville de Tarbes, par leur intermédiaire. Et leur engagement, je peux le dire, a été et est un engagement exemplaire, comme il a été remarquable, et celui de la directrice en particulier, dans la mise en œuvre de tous les outils dont on a eu besoin pour mettre en œuvre, en collaboration depuis 2 longs mois, avec la CG2S, avec la Fédération, avec la Caisse et Dépôts, ces plans qui vous ont été présentés et dont la crédibilité n'est absolument pas à mettre en doute. Donc, notre souci, c'est d'assurer la meilleure offre possible de logement à nos concitoyens, le meilleur bien-être à nos collaborateurs et les meilleures réponses en matière d'aménagement urbain à la ville de Tarbes grâce à l'engagement de la CEMI sur les projets de grosses rénovations qui seront, je le souhaite, mis en œuvre dans les prochaines années dans le cadre du PNRU. Monsieur Montama, je vais éviter à cette Assemblée d'expliquer les tableaux qui sont ici, mais si certains le souhaitent, je le ferai volontiers, mettant en évidence ce que l'on appelle le potentiel financier, le besoin qu'on a à couvrir et qui s'élève donc à 4 045 000 €. Je vais essayer de simplifier en donnant une image, parce que l'essentiel vient de là, en fait. Quand on réalise un programme immobilier, on peut prévoir un programme immobilier de 1000, accompagné d'un plan de financement de 800, par exemple, avec un financement, peu importe le taux, sur 25 ou 30 ans. Et on peut avoir en face des amortissements techniques qui peuvent être des amortissements sur 20 ans, 25 ans, ou même différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, nous avons voté ici quand on nous a demandé de revoir les amortissements de l'ensemble des immobilisations, les amortissements du potentiel immobilier. Et à cette occasion, il y avait des recommandations qui étaient données, et il y avait des recommandations qui disaient que certains investissements pouvaient même être amortis jusqu'à 50 ans. Et donc, des plans d'amortissement ont été revus, ça remonte pas loin d'une dizaine d'années. Des plans d'amortissement ont été revus. Ce qui veut dire qu'on a pu dégager des amortissements comptables qui ont été inférieurs au remboursement financier, c'est-à-dire au montant du remboursement du capital. Et, ou à contrario, que les amortissements étant inférieurs au
remboursement du capital, il faut aujourd'hui compenser, quand l'amortissement financier est supérieur, il faut compenser le manque d'amortissement par ce que l'on appelle le besoin en potentiel fiscal qui a été évalué en 2020 à 4 45 000. Et vous avez vu dans les tableaux que ce potentiel est complètement absorbé et équilibré en 2020 avec les économies qui seront faites. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Madame la directrice, est-ce que vous souhaitez apporter des précisions, notamment sur les programmes d'investissement qui sont prévus de 2016 à 2020, puis éventuellement jusqu'à 2023, avec notamment les investissements économie d'énergie et investissements rénovation? Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais répondre à Monsieur Palmade afin effectivement de lui préciser que le plan tel qu'il est prévu, on m'entend ou pas? Ok. Le plan tel qu'il est prévu s'arrête donc en 2020 et prend Bel Air en considération. C'est-à-dire que la réhabilitation énergétique de Bel Air ne se fera pas après 2020. Mais bien en 2019 et 2020. Ça n'empêche pas effectivement que l'on puisse, comme vous l'avez suggéré, Monsieur Palmade, s'interroger sur l'opportunité de cumuler, de mutualiser ces deux opérations, NPNRU et plan énergétique sur Bel Air. C'est pour cette raison que ces travaux ont été mis en 2019 et 2020. Pour qu'ils rentrent dans le plan et que ces travaux se fassent de toute façon en réhabilitation énergétique et que, pourquoi pas, si le NPNRU était pour nous intéressant, pourquoi pas effectivement intégrer aussi ces travaux en même temps. Je tenais aussi, Monsieur le maire, s'il vous plaît, à remercier le personnel qui était ici présent. Je suis très sensible à leur soutien et je les remercie pour tout le travail qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Une précision, Monsieur Montoya, lorsque vous parlez des 2 postes, des suppressions de postes de travail, je tiens à préciser donc au personnel ici présent qu'en aucun cas il y aura des suppressions de postes. Il est indiqué dans la note CG2LS que ces postes n'ont pas été remplacés. Ce sont des postes donc sur 2013 et 2014. Au niveau donc des travaux de réhabilitation... Vous pouvez minute, oui. Le temps que ces messieurs dames soient mis d'accord. Voilà, vous pouvez poursuivre maintenant. Vous pouvez poursuivre, madame. Vous pouvez poursuivre. Merci. Donc, il est prévu donc de 2016 à 2020 la réhabilitation de 548 logements. De 2021 à 2023, 116 logements. Et de 2024, nous sommes allés justement en prospective à 2028, 183 logements. Au total, 847 logements devraient être réhabilités. Financés effectivement en éco-PLS, donc avec 70% d'emprunt, 15% environ de fonds propres et 15% de subventions. Mais aussi... Donc, on va changer certains éléments du bâti. Ces travaux n'entrent pas forcément dans le cadre d'une rénovation énergétique, mais ça s'appelle donc des changements de composants. Par exemple, on va changer les menuiseries d'un logement, mais il n'y aura pas forcément un gain énergétique. Suite à ce changement-là, ce ne sera pas suffisant. Donc, ça s'appelle effectivement des composants. C'est exactement les mêmes logements qui vont entrer dans ce cadre-là. Et il y aura aussi une totalité de 847 logements qui seront donc redéfinis. Les cages d'escalier aussi feront partie pour certaines résidences du plan de rénovation, ainsi que effectivement l'enveloppe du bâtiment, de façon à ce pour Bel Air notamment, on a réfléchi là-dessus, à pouvoir déjà rendre une image beaucoup plus attrayante de ce quartier, même si le NPNRU n'entre pas en considération. Il y aura donc au total un coût total de 24 millions d'euros investis dans ces immeubles, soit un coût total par logement de en moyenne 29 000 euros.
S'il y a d'autres questions sur les problèmes techniques, on essaiera d'y répondre. J'ai oublié de dire tout à l'heure, s'agissant de la procédure CG2LS, et je remercie M. Palma de l'avoir souligné lui-même, que cette procédure n'avait rien d'anormal, puisqu'il a dit, après, pourquoi pas. En effet, il y en a à qui la procédure CG2LS a été fort utile, notamment l'OPH, qui est, je le rappelle, pour ceux qui l'ignorent, sous convention CG2LS depuis 1994, avec un premier plan 1994-99 suivi de 2 avenants, un avenant 1999-2004 et un autre avenant 2010-2016 et enfin un autre avenant 2012-2016. Et que dans le cadre de ces avenants, le Conseil général a voté par une réunion du 13 septembre 2013 1 336 000 € de subventions à l'OPH, ce que moi personnellement je trouve tout à fait normal, puisqu'il s'agissait là aussi pour le premier plan à hauteur de 1 036 000 € de subventions pour des travaux concernant la rénovation énergétique et le reste pour des travaux de rénovation. Donc moi je trouve ça tout à fait normal et je ne vois pas pourquoi la CEMI ne pourrait pas s'engager dans la même démarche avec, je le souhaite, la même efficacité que l'OPH, puisque grâce à ces accompagnements depuis 1994, l'OPH a pu réaliser des investissements qui lui ont permis de rénover son patrimoine et aujourd'hui de continuer à investir, y compris sur la ville de Tarbes, en proposant une nouvelle forme de logement à nos Tarbais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions techniques que Madame la directrice pourrait éventuellement aborder si vous considérez insuffisamment informé? Bien, puisqu'il n'y a pas de questions, je soumets la délibération qui nous a été proposée par Monsieur Calatayud. Je la soumets à votre approbation, sachant que je ne prends pas part au vote, ainsi que toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, M. Brunet, Mme Arex, M. Forget, tous ceux qui sont Mme Argounès, Mme Cassagne, tous les administrateurs de la CEMI ne prennent pas part au vote. Donc, ceux qui sont d'accord pour approuver cette délibération le manifestent en levant la main. Ceux qui ont un pouvoir, vous levez les 2 mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oui, je t'ai compté, toi? Oui. Bon. C'est ça? C'est bon? 23. 23 pour ceux qui désirent s'abstenir, le manifeste en levant la main. Si, dont abstention de l'opposition, ceux qui veulent voter contre, Monsieur Lagonel, parfait. Merci beaucoup, cette décision est adoptée. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain conseil municipal le 26 novembre. Mai, pardon, oh là là. Mai. Je pense déjà au NPRU.